marche chez vous? Parce que chez moi, j'ai mon aperçu de stream qui fonctionne pas. C'est le plus important. Si vous, ça marche, moi, c'est pas grave. c'est tout ce qui compte. Hey, ça me perturbe de ouf de pas avoir d'aperçu. Hein. Ça me perturbe de ouf. Hein. Je suis perturbée. J'ai un gros message d'erreur, genre une erreur réseau est survenue. Veuillez réessayer, erreur 2000. C'est pas cool. Tout va bien, coucou, oui. Bonjour Akat. Mais je crois que c'est que mon aperçu, donc mon stream connecte, enfin la connexion et tout est bonne, mais... Ah, merci Mini-Marie, bah, écoute, bienvenue. Hop. J'avais envie d'un petit stream de lecture ce matin. Coucou Camille. C'est quoi, je vais ruser. Pour pas voir ce truc qui me perturbe, je vais mettre mon aperçu de truc. J'ai bien dormi toi, Gigi. Bah écoute, si ça marche chez vous, c'est tout ce qui compte. C'est mon premier live. Oh, bah bienvenue Angel. Ouais, ce matin j'avais envie de tchatcher un peu, j'avais envie de lire. Donc Oh Vivi, c'est que ça. Ah bah fan, au moins tu restes Dux, exactement exact. Ça faisait longtemps, c'était pas fait une petite lecture de conte matinale. Ouais, le live marche. Ah bah très bien. Je voulais faire une petite dédicace pour mon anniversaire. J'ai 20 ans aujourd'hui. Je voulais savoir si tu pouvais faire une rime avec mon prénom Anne-Catherine ou Kat, si c'est plus simple. Kat aime les maths. Anne-Catherine. Bon, j'ai une rime qui me vient qui est dégueulasse. Anne-Catherine est une radine. C'est pas très sympa pour ton anniversaire. Hein. Bon anniversaire. Profite bien de ta journée. Profite bien. Je range tout ça. Hop, hop. Allez, petite lecture de conte pour ça. Alors, du coup, j'ai sorti 2 bouquins, 2 briquettes, n'ayez pas peur. Le bouquin avec tous les contes de Grimm à l'intérieur, donc il y a de quoi lire. Voilà. On est tombé sur des trucs vraiment, vraiment bizarres. Et j'ai aussi pris ce bouquin-là. C'est une abonnée qui me l'avait offert dans un colis qui pesait une vie entière parce qu'elle avait mis plein de trucs à l'intérieur. Et c'est super pratique, en gros, t'as toutes les symboliques des trucs. Par exemple, grillon, et bim, t'as la définition, enfin genre t'as ce que symbolise un grillon, etc. Donc ça peut être super sympa en complément de ce bouquin-là. Ça me fait penser, on était chez Amandine et Clochou la semaine dernière, et Amandine, elle avait un bouquin, mais alors, plus grand format, avec plein d'illustrations, etc. Pareil sur les symboliques. Les livres comme ça, je pourrais vraiment en avoir 5 ans, je trouve ça tellement passionnant. Genre en fait ce qui est cool c'est que t'as plein de trucs différents d'un livre à l'autre, tu vois, donc c'est trop bien. Mais du coup celui-là, il est vieux de ouf, et elle me l'avait envoyé dans son colis, et il est super utile pour bosser avec. Ah, il est 4h du mat chez toi, Exa. Ah, ça pique. Ça pique. Je vous lis ce matin, on va lire des petits contes de Grimm. Alors, en fait, c'est l'intégrale des contes de Grimm. Donc, nous, on connaît surtout les principaux. Genre, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Peau d'âne, trucs comme ça. Et en fait, ils en ont fait des centaines, et dont certains très très courts, et avec des morales plus ou moins douteuses. En fait, nous, on a gardé dans notre culture générale, déjà ceux repris par Disney et retravaillés, hein, mais on a quand même gardé des assez connus, des assez cool niveau moral. Il y en a qui sont vraiment douteux, hein, vraiment. On a eu le temps de voir déjà que... Bon, j'avais fait des lectures de contes déjà il y a un bon moment maintenant, et bon. Voilà, il y a de quoi faire, quoi. Et j'avais fait d'ailleurs des analyses de contes sur ma chaîne YouTube aussi, sur ma chaîne principale. J'en ai fait 3, il me semble. Et je trouve ça passionnant. De toute façon, après, voilà, ça c'est le reste de mes études de lettres. Est-ce qu'on n'attaquerait pas? J'en prends un au pif. Par contre, je me rappelle plus ce qu'on avait déjà lu. Ça va être un problème parce que ça remonte, hein. Ça remonte et il y en a quand même, comme je les ai absolument pas lus dans l'ordre, on se rappellera jamais de ce qu'on a lu. Hein. Ça va être... J'ai essayé d'en prendre un pas trop long. Raté, lui il est très long. Qu'est-ce qu'un réveil matinal pour regarder un tes live? Oh, Exa, t'es trop mignonne. Est-ce qu'on avait fait l'homme à la peau d'ours? Bon, vous allez jamais vous en rappeler. Il fait 4 pages quand même, hein. Mais je sais pas si c'est bien, hein. En fait, vraiment, les contes de Grimm, c'est où ça passe ou ça casse.
Sans doute, Chatoun. Sans doute. Mais où? Parce que les lectures de contes, ça remonte quand même. Hein. Ça remonte à pas mal de mois. Hein. On les avait notés, mais... Salut Nebula! Je pense qu'on l'a lu celui-là. L'homme à la peau d'ours. Ah ouais, ça dit quelque chose? Ah non. Je l'ai déjà lu seul. Oui, mais Orlan, t'es gentil, je vais me baser sur toi. Hein. Oui, c'est ça, Chatoun, il y a trop de fichiers. Hein. La bouillie sucrée, on l'a fait ou pas? Ça a l'air bizarre, hein. Ouais, mais on se rappelle plus. En vrai, je crois que je vais prendre au pif et tant pis si on l'a déjà fait. Oh, le petit linceul! Ah, ça a l'air sympa! Ça a l'air cool, le petit linceul. Hein? C'est... Ça a l'air rigolo. Un linceul, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est là où on met les morts. Tu vois, quand quelqu'un est mort, on l'enveloppe dans un grand drap, et ce grand drap s'appelle un linceul. Voilà. On commence par le petit linceul? Hein? Histoire de se mettre de bonne humeur. Hein? Allez! Je sais que ça vous tente. Je sais que ça vous... Ça vous inspire. On lit ça. Ça t'inspire, ma chatte? Ah, ça ne m'étonne pas. Enfin, si, en fait. Salut, Dio! Sympa, bah oui, sympa. Bah oui, ça met en jambe de bon matin, tu vois. C'est convivial. Alors, en plus, il est très court. Il fait un paragraphe, enfin, un gros paragraphe. Donc, le petit linceul. Il était une fois une mère qui avait un petit garçon âgé de 7 ans. Ah oui, il va vraiment être petit le linceul, je pense. Ça va être joyeux, c'est bien. Il était si beau et si charmant que tous ceux qui le voyaient ne pouvaient qu'être bons envers lui. Et sa mère aussi, il aimait plus que tout au monde. Mais voilà qu'un jour, l'enfant tomba malade, et le bon Dieu le rappela auprès de lui. Sa mère était inconsolable et elle pleurait jour et nuit. Mais peu après qu'on l'eut enterré, l'enfant se montra, la nuit, aux endroits où il s'asseyait et où il jouait de son vivant. Quand sa mère pleurait, il pleurait aussi, et au matin, il n'était plus là. Or, comme sa mère semblait ne pas vouloir cesser de pleurer, l'enfant revint, une nuit, vêtu du petit linceul blanc avec lequel on l'avait mis dans son cercueil, et portant sa petite couronne mortuaire sur sa tête. Il s'assit sur le lit au pied de sa mère et lui dit « Ah, ma mère, cesse donc de pleurer, sinon je ne peux pas m'endormir dans mon cercueil, car mon linceul ne peut sécher à cause de tes larmes qui tombent toutes dessus. » À ces mots, sa mère prit peur, et elle cessa de pleurer. La nuit suivante, le petit enfant revint une nouvelle fois un cierge à la main et il lui dit « Tu vois maintenant, mon linceul est presque sec, et je repose en paix dans ma tombe. » La mère recommanda alors sa souffrance au bon Dieu, et elle l'endura sans rien dire et avec patience. Quant à l'enfant, il ne revint plus, car il dormait dans son petit lit sous la terre. Ah Ouh Alors déjà, tellement de choses qui ne vont pas. À quel moment, genre, il faut réprimer sa tristesse, genre confier sa tristesse au bon Dieu si tu veux, mais il faut quand même t'exprimer. Genre, si t'as besoin de pleurer, pleure. Et du coup, est-ce qu'on a des petites... On a des petites analyses des fois après. Ah mais les Grimm, je vous dis, c'est un bébé qui sait très bien parler. Oh, 7 ans, c'est plus un bébé. C'était pas... Ça a été fréquemment repris sous la forme de poèmes, de chants populaires et de légendes. Bah écoute, j'en suis ravie. Ce récit, dont le caractère tragique est atténué par une profusion de diminutifs et d'euphémismes du petit lit souterrain, présente une situation de passage difficile dans l'au-delà, où le défunt est pour ainsi dire coincé entre le monde des vivants et celui des morts. Il est retenu par les larmes de sa mère, qui ne peut se résoudre à le laisser partir. Ça, on avait tous compris, hein, c'est... Et c'est ça, Valkiti, c'est de ne pas trop pleurer. Voilà, c'est... Enfin, faut pleurer un peu, mais après tu t'arrêtes, sinon, voilà, c'est pas bien. Après, dans un sens, en vrai, je comprends, en fait, faut se dire que les contes ont été écrits à des... Les frères Grimm ont réécrit des contes qui, à la base, étaient des traditions orales aussi, hein. Donc je pense que le but de ça, c'est de pas laisser les gens se laisser submerger par le désespoir et continuer à vivre. Faut se mettre dans le contexte. Il n'y avait pas de psychanalyse à l'époque, tu vois. Donc je suppose que de base, l'idée c'était de simplement dire aux gens qui avaient perdu quelqu'un qu'il fallait avancer, quoi. C'était l'idée pour éviter d'avoir des personnes qui se laissent crever de désespoir, quoi. Salut Pou et le Kisha. Je suis curieuse de voir s'il y a une symbolique pour le linceul. Je pense que, bon, ça doit pas être des trucs de fou, mais... Oui, c'est ça, Pink Macaroon. En fait, faut accepter la mort et autant être triste. Genre, ça se dit, hein, pleurer au début, c'est bon, mais faut pas que ça dure trop longtemps. Eux, ils sont partis sur le fait que ça retient le mort, mais l'idée, je pense, c'est surtout de pas rester bloqué, quoi. Ah, y a pas linceul, dommage. Ça aurait été intéressant. J'ai Lion et Linga, ça va pas nous aider.
Oui, c'est ce que j'ai dit, là, mais t'as dû écrire avant. Ça va et toi, Liséria? Je vois pas la vidéo non plus, juste le chat. C'est trop bizarre. Pourquoi? Mais du coup, c'est peut-être Twitch qui bug, si je suis pas la seule. Hein. Tous les autres, vous me voyez? Exactement, Angel. Faut une limite à la tristesse, tu vois. L'un coup... Ah bah merde, j'ai perdu. Moi, je te vois. Ok, donc ça doit dépendre. Vous êtes sur quel support, ceux qui voient pas la vidéo, juste le chat? Sinolia? T'es sur quel... C'est très joyeux. Ah bah... T'es sur quel portable, ordinateur, Mac, PC, Mozilla, Chrome? Tu vois, détail. Ah, les échos, c'est pas moi. Ça, c'est Twitch. Linceul. Linga. Linga signifie signe. Voilà. Pour ceux qui voulaient savoir. La vidéo cherche pas de son, pas d'image. Oui, mais il faut. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut lui demander sur quel support elle est? Parce que du coup, si elle m'entend pas, ça va être compliqué. Hop. On va essayer de trouver un truc plus joyeux. Moi, sur Mozilla, j'ai pas l'aperçu sur mon stream, mais... Je vais aller au début. Je pense que ça sera plus classique. Parce qu'à la fin, ça part en couille. Oh, l'énigme. Oh, ça a l'air sympa. Ça a l'air d'être un conte un peu plus classique. Bon, par contre, elle est... Ah non, c'est pas si long que ça. L'énigme, ça vous va? Téléphone pour moi, je vais tenter via télé. Ah oui, donc tout le monde n'est pas sur la même chose. Oui, voilà, sur téléphone ça fonctionne, je suppose que c'est différent pour tout le monde. Ouais, bah ça doit être Twitch qui a une merdouille. Ça doit être... Non, mais Ondine, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout d'image. Il n'y a pas du tout. C'est pas que la qualité bug ou quoi. L'énigme, ça vous va du coup? Elle est pas trop longue. Et ça a l'air d'être un format un peu plus classique que le linceul. Il était une fois un fils de roi qui eut envie d'aller de par le monde et qui n'emmena avec lui qu'un seul serviteur qui lui était dévoué. Un jour, il arriva dans une grande forêt, et quand vint le soir, il ne put trouver d'auberge et ne savait pas où passer la nuit. Il vit alors une jeune fille se diriger vers une petite maisonnette. Il s'approcha, vit qu'elle était jeune et belle et s'adressa à elle en ces termes. « Chère enfant, puis-je trouver avec mon serviteur un abri pour la nuit dans cette petite maison ?»« Certes oui, répondit la jeune fille d'une voix triste. Mais je vous le déconseille, n'y entrez pas. Pourquoi donc? Demanda le fils de roi. Ma marâtre s'adonne à la sorcellerie, elle n'aime pas les étrangers. Le fils du roi comprit alors qu'il était arrivé à la maison d'une sorcière. Il est pas con, Marcel! Il est pas con! Cependant, comme la nuit tombait et qu'il ne pouvait aller plus loin, et comme il ne craignait pas non plus la sorcière, il entra. Ça va les chevilles, Marcel est pas... La vieille était assise dans un fauteuil près du feu et regarda les étrangers de ses yeux rouges. « Bonsoir, dit-elle d'une voix grinçante et en se faisant toute gentille. « Prenez place et reposez-vous. » Elle souffla sur les braises au-dessus desquelles elle faisait cuire quelque chose dans une petite marmite. Sa fille recommanda aux deux hommes d'être sur leur garde et de ne rien manger ni boire, car la vieille fabriquait des breuvages maléfiques. Ils dormirent paisiblement jusqu'à l'aube. Comme ils se préparaient à partir et que le fils de roi était déjà en selle, la vieille leur dit « Attendez un instant, je vais vous offrir une boisson en guise d'adieu. » Pendant qu'elle allait la chercher, le fils du roi partit, et quand la méchante sorcière revint avec la boisson, seul le serviteur qui devait attacher sa selle était encore là. « Va porter cela à ton maître, dit-elle. Mais à cet instant même, le verre éclata et le poisson éclaboussa le cheval. Le poison, éclaboussa le cheval. Il était si puissant que l'animal s'effondra aussitôt, mort. Le serviteur courut pour rattraper son maître et lui raconta ce qui s'était produit. Mais il ne voulait pas abandonner sa selle et retourna la chercher. À quel moment? Quand il arriva près de l'animal mort, un corbeau s'était déjà posé sur celui-ci et avait commencé à le manger. « Qui sait si nous trouverons quelque chose de meilleur aujourd'hui ?» dit le serviteur. Il tua le corbeau et l'emporta. Ils continuèrent d'avancer dans la forêt toute la journée, mais sans parvenir à en sortir. À la tombée de la nuit, ils trouvèrent une auberge et y entrèrent.
Le serviteur donna le corbeau à l'aubergiste en lui disant de leur préparer pour dîner. Mais ils étaient tombés dans un repère de brigands et quand l'obscurité se fut installée, il arriva 12 bandits qui voulurent tuer les étrangers et les détrousser. Mais avant de se mettre au travail, ils s'installèrent à table. « Bah oui, bah il y a des priorités. Bah il y a des priorités !» L'aubergiste et la sorcière les rejoignirent. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fout là, la sorcière? L'aubergiste et la sorcière les rejoignirent, et ils mangèrent ensemble un plat de soupe dans laquelle avait été hachée la viande du corbeau. À peine en eurent-ils avalé quelques bouchées qu'ils tombèrent tous morts, car le poison s'était transmis de la viande du cheval au corbeau. Mais par contre, le corbeau, lui, il est pas mort. C'est-à-dire que le corbeau a bouffé du cheval empoisonné. Le cheval empoisonné, il a été effleuré par le poison, il est crevé tout de suite. Hein. Le corbeau bouffe du cheval, il vole au KLM, il fait sa petite vie. Le mec bute le corbeau pour le bouffer, et quand il bouffe le corbeau, tout le monde crève. Le corbeau est donc logiquement protégé du poison. Et le mec voulait bouffer le corbeau, il est quand même pas très malin, hein, mais bon. Il ne restait donc plus âme qui vive dans la maison, hormis la fille de l'aubergiste, qui était honnête et n'avait pas participé à ces choses impies. Elle ouvrit toutes les portes aux étrangers et leur montra les trésors accumulés. Mais le fils du roi lui dit qu'elle pouvait tout garder et qu'il ne voulait rien. Et il repartit avec son serviteur. Oh, quel brave homme. Et du coup, le serviteur, il porte la selle. Après avoir erré longtemps, ils arrivèrent dans une ville où il y avait une fille de roi très belle mais prétentieuse, qui avait fait savoir qu'elle épouserait celui qui lui poserait une énigme qu'elle ne saurait pas résoudre. En revanche, si elle en devinait la réponse, il devrait se laisser trancher la tête. Ah, ok, d'accord, j'avais pas compris. Oui, ok, d'accord. Elle avait 3 jours pour réfléchir, mais elle était si intelligente qu'elle réussissait toujours à résoudre les énigmes avant la fin du temps imparti. 9 hommes avaient ainsi perdu leur vie quand le fils du roi arriva. Aveuglé par la beauté de la fille du roi, il voulut mettre sa fille en jeu. Il se présenta donc devant elle et lui proposa une énigme. Attention, est-ce que vous allez être plus malin que la fille du roi? Je ne tue personne et j'en tue quand même 12. Qui suis-je? Elle ignorait ce que c'était. Elle réfléchissait, sans parvenir à trouver la réponse. Elle ouvrit ses livres d'énigmes, mais la réponse ne s'y trouvait pas. En un mot, toute sa sagesse était épuisée. Je ne tue personne et j'en tue quand même 12. Qu'est-ce que c'est? Avez-vous une idée? Un moustique. Je suis pas sûre qu'à l'époque, ils connaissaient aussi bien. Ne sachant que faire, elle ordonna à sa servante de se glisser dans la chambre de ce monsieur pour écouter ses rêves, se disant qu'il parlait peut-être dans son sommeil et qu'il révélerait peut-être la réponse de l'énigme. C'est quand même très hasardeux comme plan, hein. Alors attends, peut-être qu'il parle quand il dort, et dans ce cas, s'il parle, il articule, et du coup, s'il articule, on va comprendre ce qu'il dit, et du coup, forcément, il va rêver de l'énigme qu'il m'a posée, parce que ça doit forcément le turlupiner, alors qu'en fait, il connaît la réponse. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Mais le serviteur avisé avait pris la place de son maître dans le lit, et quand la servante entra, il lui arracha le manteau dans lequel elle s'était enveloppée, et la chassa à coups de bâton. Pauvre fille, j'espère qu'elle est augmentée. La deuxième nuit, la fille du roi envoya sa femme de chambre pour voir si celle-ci aurait plus de chance. Mais le serviteur lui prit son manteau à elle aussi, et la chassa elle aussi à coups de bâton. À présent, lorsque vint la 3e nuit, le maître se crut en sécurité et se coucha dans son lit. La fille du roi vint en personne, drapée dans un manteau gris comme le brouillard, et s'assit près de lui. Et quand elle le crut endormi et en train de rêver, elle se mit à lui parler dans l'espoir qu'il lui répondrait dans son sommeil, comme beaucoup le font. C'est vrai que beaucoup le font. Voilà, c'est... Mais il était réveillé. Ah, il est pas si con, hein, Marcel. Et entendait et comprenait tout parfaitement. Elle lui demanda donc. « Je ne tue personne, qu'est-ce que c'est ?»« Un corbeau qui a mangé de la viande d'un cheval mort empoisonné et qui en est mort, » répondit le fils du roi. « Et j'en tue quand même 12, qu'est-ce que c'est ?» poursuivit-elle. « Ce sont 12 brigands qui ont mangé le corbeau et qui en sont morts. » À présent qu'elle avait la réponse de l'énigme, la fille du roi voulut s'en aller discrètement, mais il retint son manteau si bien qu'elle fut obligée de l'abandonner. Le lendemain matin, la fille du roi annonça qu'elle avait trouvé la réponse. Elle fit venir les 12 juges et résolut l'énigme devant eux. Mais le jeune homme parvint à obtenir une audience et dit « Elle est venue me voir pendant la nuit et m'a demandé de lui donner la réponse, sinon elle ne l'aurait pas trouvée. » Les juges lui demandèrent « Apportez-nous une preuve !» Le serviteur apporta alors les 3 manteaux, et en voyant le manteau gris comme le brouillard, celui que la fille du roi avait coutume de porter, les juges dirent à celle-ci « Faites broder ce manteau d'or et d'argent, vous le porterez pour votre mariage. » Fin du conte. C'est affreux. Mais c'est affreux. Rien ne va. Déjà, pourquoi le gars il lui a dit la vraie réponse? S'il dormait pas.
Pourquoi il a pas dit, je sais pas, 12 tranches de lard qui sont mangées par un cochon? J'en sais rien, une connerie. Et comme ça, il aurait dit non. Et en plus, l'énigme, elle a pas de sens. C'est pas une énigme, c'est une devinette. Une énigme où il y a une logique universelle. Là, fallait connaître le fait pour savoir. C'est débile. C'est débile. Tout est débile. T'as les prix qu'ils croyaient prendre. Ouais, alors là... c'est quand même... Ah bah, frère Grimm, hein. Alors attends, le titre du conte d'après... J'ai obligé de le lire là parce qu'il m'a sauté aux yeux, genre... Waouh. C'est ça l'histoire. Il aurait juste pu fermer sa gueule. C'est trop ça. Le titre du conte d'après... Conte de la petite souris, du petit oiseau et de la saucisse. Je ne sais pas, Queen faire porter le serviteur, je ne sais pas. Voilà. Donc vous comprenez que je suis forcément attirée par le conte d'après. Ah, j'avoue, petite blanche, mais il a pas les vrais refs. Ils connaissent pas les bails. Titre, oui, oh oui. Titre chelou là quand même. Mais c'est un beau titre. J'ai hâte de savoir le rapport, parce qu'on va le lire, hein. J'ai envie de savoir le rapport entre la souris, l'oiseau et la saucisse. J'avoue que là, comme ça, c'est pas clair dans mon esprit, tu vois. C'est pas limpide. Ouais, la saucisse. Ah, attends, je viens de voir pour le conte qu'on vient de voir, le personnage de la sorcière, il n'y était pas de base, ça a été rajouté pour pimper un peu l'histoire. Ah bah écoute. Est-ce que c'était vraiment indispensable comme ajout? Je suis pas sûre. Non, je pense pas, là, c'est bien quelle. Oh. Oh ouais. Ah bah la fontaine, là, la fontaine, ça a du sens au moins, tu vois. Alors, la petite souris, l'oiseau et la saucisse. Alors là, je suis pressée de savoir. Vraiment? Il était une fois une petite souris, un petit oiseau et une saucisse qui s'étaient retrouvés ensemble. Le mec était fonce-dé, hein. Ils s'étaient mis en ménage, avaient mené pendant bien longtemps une vie paisible et délicieuse et amassaient des biens. La tâche du petit oiseau consistait à aller tous les jours chercher du bois dans la forêt. La souris devait aller chercher de l'eau, allumer le feu et mettre le couvert. Quant à la saucisse, elle devait préparer le repas. Quand on est trop heureux, on a toujours envie de nouveautés. C'est ainsi qu'un jour, le petit oiseau rencontra en chemin un autre oiseau, à qui il se vanta de son excellente situation. Mais l'autre oiseau se moqua de lui en disant qu'il n'était qu'un pauvre benet, qui devait travailler beaucoup pendant que les autres prenaient du bon temps à la maison. Car une fois que la souris avait allumé son feu et qu'elle était allée chercher de l'eau, elle allait se reposer dans sa petite chambre jusqu'à ce qu'on lui dise de mettre le couvert. La saucisse restait près de la marmite, surveillant la cuisson du repas, et quand l'heure de manger approchait, elle se roulait 2 ou 3 fois dans la bouillie ou les légumes, et ajoutant ainsi un peu de saindoux et de sel pour qu'il soit prêt. Quand le petit oiseau rentrait et qu'il déposait son fardeau, ils étaient assis à table, et après un bon repas, ils dormaient sur leurs 2 oreilles jusqu'au lendemain matin. Et c'était une belle vie. Le lendemain matin, le petit oiseau se révolta, et refusa d'aller dans la forêt, disant qu'il avait été leur domestique et qu'elle s'était moquée de lui pendant assez longtemps. Il devait inverser les rôles et essayer de faire autrement. La souris et la saucisse eurent beau le supplier, l'oiseau l'emporta. Il fallait essayer. Ils tirèrent à la courte paille, et le sort désigna la saucisse. J'en reviens pas. Elle devait aller chercher du bois. La souris préparerait le repas, et l'oiseau irait chercher de l'eau. Que se passa-t-il ? La petite saucisse prit le chemin de la forêt. Le petit oiseau alluma le feu, la souris y posa le chaudron, puis ils se mirent à attendre que la petite saucisse revienne avec le bois pour le lendemain. Mais celle-ci ne revint pas pendant si longtemps que l'oiseau et la souris eurent tous les deux un mauvais pressentiment, si bien que l'oiseau partit à sa rencontre. Cependant, non loin de là, il rencontra un chien au bord du chemin, qui avait trouvé en la pauvre petite saucisse une proie facile et qui l'avait saisie puis dévorée. L'oiseau s'en plaignit violemment au chien, lui disant que c'était là un vol manifeste. Mais rien n'y fit, car le chien lui dit que la saucisse était en possession de fausses lettres, et que c'est pour cette raison qu'il avait dû lui ôter la vie. Le petit oiseau, tout triste, prit le bois sur son dos et rentra chez lui, où il raconta à la souris ce qu'il avait vu et entendu. Ils étaient tous les deux fort affligés, mais ils se jurèrent de faire de leur mieux et de rester ensemble. Le petit oiseau mit donc le couvert et la souris prépara le repas, et elle voulut l'assaisonner en se roulant dans les légumes, comme le faisait la saucisse pour les graisser. Mais avant même qu'elle soit parvenue au milieu du plat, elle resta coincée, ne pouvant avancer plus loin, et elle dut y laisser la peau et la vie. Quand le petit oiseau vint pour porter le repas à table, il n'y avait plus de cuisinier.
Confus, l'oiseau jeta le bois à terre, se mit à crier et à chercher, mais il ne put retrouver son cuisinier. Par inadvertance, le bois prit feu, créant un début d'incendie. Le petit oiseau se précipita pour aller chercher de l'eau, mais il laissa échapper le seau qui tomba dans le puits, et il tomba à sa suite, si bien qu'il ne parvint pas à sortir de l'eau, et qu'il se noya. Fin du conte. Bon là, la morale est claire. En gros, hein, restez à votre place, bande de saucisses. Voilà, quand vous êtes une saucisse, vous restez une saucisse. Quand vous êtes un oiseau, vous restez un oiseau. Faut pas essayer de prétendre être un oiseau quand t'es une saucisse. C'est ça la morale. Genre Aurélie, tu es Aurélie, faut pas essayer de faire passer pour Alice. Moi je dirais des bons Dio. En plus Dio c'est une saucisse en soi. T'as un nom de saucisse, Dio est une saucisse, tu vois. Alors maintenant je vous demande, avez-vous un personnage qui vous a parlé? Genre, vous sentez-vous plutôt saucisse, plutôt oiseau ou plutôt souris? Avez-vous une... tu vois? Je ne sais pas Valentina, je ne sais pas. Avez-vous, tu vois, une aspiration interne? Chatoun qui a dû autoriser le terme saucisse. Ah, Gaïa, le talent. Je me sens oiseau. Ah, pas mal se sent oiseau. Eh, les oiseaux, en vrai, vous êtes des chiens. Hein. Parce que tout marchait bien avant que vous vouliez péter les couilles, là. Hein. Ou alors, vous êtes des avant-gardistes. Genre, je veux vivre autre chose que cette vie, tu vois, belle dans la belle la bête. Olixon, tu vas bien dormir, moi je dis. Moi je dis, tu vas bien dormir. Oh, Titi, tu viens de louper une histoire. Tu viens de louper une histoire incroyable. Ouais, ça devait être interdit par le bot, Quimby. C'est vrai que la souris, pas de chance. À cause de l'oiseau, tout le monde est mort. Ouais, c'est vrai. Le truc, c'est qu'en fait, c'est même pas venu de lui. Il s'est fait influencer par quelqu'un d'autre. De toute façon, ils sont tous morts. Oh oui, de toute façon, oui. Titi, tu te sens plutôt saucisse, souris ou oiseau? Je me sens plus merguez que saucisse. On autorise cette petite variété. Ça va et toi, mon Titi? Ah bah continuons. Ah bah, moi qui pensais que les plus classiques du début, elles étaient... Les 7 corbeaux, je sais plus si on l'avait fait, ça me dit quelque chose. Grave, Ellie. 4. J'avoue, il y a le chien aussi, ouais. Ouais, bah, et Titi, exactement, mais la morale, ne jamais se faire influencer. Ouais, il y a aussi le côté, je pense, rester à ta place. À l'époque, c'était pas mal mis en avant, hein. Comme d'ailleurs les demoiselles, là, qui doivent rester pures, machin. T'as quand même vachement le côté de rester dans ta petite caste, hein. Donc si t'es une saucisse, tu restes une saucisse. Tu vois? Je sais plus si on a fait les 7 corbeaux, mais ça m'a l'air d'être plus classique. Je crois qu'on l'a déjà vu, les 7 corbeaux. Ça me dit quelque chose. J'essaie d'en trouver une. Salut Jojo! C'est quoi la signification de saucisse? Ah vas-y, je peux regarder. Je sais pas si le livre il est assez précis pour avoir saucisse. Hein. S'il y a saucisse, je vous offre un sub. Franchement, s'il y a saucisse. Saumon. Saule. Non, il n'y a pas saucisse. Dommage. Vous êtes passé à ça d'avoir un sub. Il n'y a pas saucisse. Oh mon dieu. Ah, celle-là a l'air courte. L'os qui chante. Non mais quitte à être dans les chansons, dans les trucs chelous. Non, il n'y a pas The Banane. Pas là-dedans. Il doit y avoir dans d'autres, hein, mais... Pas dans les miens. C'est cool les os. Bah oui, bah oui. Oh, sympa ça. Il est grave long. Ouais, peut-être on fera lui après. Il y en a plein de chelous après, j'adore. L'os qui chante d'abord. L'os qui chante. Il y eut un jour dans un pays une grande plainte au sujet d'un sanglier qui ravageait les champs des paysans.
qui tuait le bétail et qui éventrait les gens avec ses défenses. Ah, le truc, c'est un mammouth, quoi. Le roi promit une forte récompense à celui qui saurait libérer le pays de ce fléau. Mais la bête était si énorme et sa force était telle que personne n'osait s'approcher de la forêt où elle avait élu domicile. Finalement, le roi fit proclamer que celui qui parviendrait à attraper ou à tuer le sanglier épouserait sa fille unique. Oui, quand même, quand même. Il y avait dans ce pays 2 frères qui étaient fils d'un homme pauvre et qui se présentèrent pour tenter leur chance. L'aîné, qui était rusé et intelligent, le faisait par orgueil. Le cadet, qui était innocent et idiot, le faisait parce qu'il avait bon cœur. Alors, bon cœur c'est cool, mais innocent et idiot ça donne pas envie quand même. Hein. Le roi dit: pour que vous ayez davantage de chances de trouver la bête, vous entrerez dans la forêt par 2 côtés opposés. L'aîné entra donc dans la forêt du côté du couchant, et le cadet y entra du côté du levant. Et quand ce dernier eut marché un petit moment, un petit homme s'approcha de lui. Il avait à la main une lance noire et lui dit: je te donne cette lance parce que ton cœur est innocent et bon. Avec cette lance, tu peux marcher avec confiance sur le sanglier, il ne te fera aucun mal. Le jeune garçon remercia le petit homme, prit la lance sur son épaule et poursuivit son chemin sans crainte. Peu après, il aperçut la bête qui se précipita sur lui. Mais il lui présenta sa lance, si bien que, dans sa rage aveugle, elle fonça dessus avec tant de violence que la lance lui trancha le cœur en 2. Le garçon hissa alors le monstre sur son épaule et prit le chemin du retour pour aller le porter au roi. Mais quand il parvint de l'autre côté de la forêt, il trouva à l'orée du bois une auberge où les gens s'amusaient en dansant et en buvant du vin. C'est tandis que le sanglier ne se sauverait pas, son frère aîné y était entré afin de commencer par boire un coup pour se donner du courage. Lorsqu'il vit son cadet sortir du bois avec sa proie, son cœur envieux et méchant ne lui laissa pas de repos. « Entre donc, mon cher frère, viens te reposer et reprendre des forces avec un verre de vin !» lui cria-t-il. Il me fait penser à Gaston, l'aîné. Le cadet, ne soupçonnant rien de mal, entra et lui raconta comment un gentil petit homme lui avait donné une lance avec laquelle il avait tué le sanglier. L'aîné le retint jusqu'au soir, puis ils repartirent ensemble. Mais quand dans l'obscurité ils parvinrent à un pont qui enjambait un ruisseau, l'aîné fit passer le cadet devant lui, et quand il fut arrivé au milieu du pont, il lui donna un coup par derrière qui le fit tomber dans l'eau, mort. On crève vite dans les contes quand même, hein, c'est... L'aîné l'enterra sous le pont, prit le sanglier et l'apporta au roi en prétendant que c'était lui qui l'avait tué, à la suite de quoi le roi lui donna sa fille pour épouse. Voyant que son frère cadet ne revenait pas, l'aîné dit « Le sanglier l'aura tué !» Et tout le monde le crut. Mais comme rien ne reste caché aux yeux de Dieu, la vérité concernant ce sombre méfait devait elle aussi éclater au grand jour. De nombreuses années plus tard, un berger fit passer un jour son troupeau sur ce pont et vit en bas dans le sable un petit os d'un blanc immaculé, et se dit que cela ferait une bonne embouchure. Oh. Il descendit du pont, ramassa l'os, le sculpta et en fit une embouchure pour sa corne de berger. Lorsqu'il se mit à en jouer pour la première fois, le petit os se mit à chanter de lui-même, au grand étonnement du berger. « Tu m'étonnes !»« Ah, gentil petit berger, tu souffles sur mon petit os. Mon frère m'a tué, sous le pont il m'a enterré, à cause du sanglier pour la fille du roi épousée. »« Voilà un os fort curieux qui chante tout seul, dit le berger. Il faut que je l'apporte à sa majesté le roi. » Lorsqu'il se présenta devant le roi avec son os, celui-ci se remit à chanter sa petite chanson. Le roi en comprit parfaitement le sens et ordonna de creuser la terre sous le pont, et on retrouva tout le squelette de la victime. Le méchant frère ne put nier son acte, et il fut enfermé dans un sac et noyé vivant. Quant aux ossements de la victime innocente, ils furent enterrés dans une belle tombe au cimetière pour leur repos éternel. Fin. Je suis désolée, hein, moi j'essaie de vous trouver un truc sympa, hein. J'essaie de vous trouver un truc feel good, hein. Y a pas, hein, tout le monde crève. C'est pas ma faute, c'est pas moi qui ai écrit, hein. Je sais plus si on avait déjà fait le petit pou et la petite puce. J'aime bien le nom. Le nom fait sympa. Bah, il était quand même prince héritier, Titi, du coup. Il allait devenir roi à la place du roi, tu vois. Ah non, Queen Bee, non, non, non. Il y a un truc où personne ne meurt, je ne sais pas. Le petit pou et la petite puce, moi je dis ça sent bon. Ah, c'est trop mignon, Iléane. On fait la... De toute façon, il est pas très long. Et après, il y a la jeune fille sans main. Ah, mais il est très long, la jeune fille sans main. Oh là là, il est long. Oh, Gaïa, ouais, de ouf, hein.
Allez, le petit pou et la petite puce. Je veux y croire, ok, c'est comme Radéville, Radéchamp. Je crois que cela dit, dans Radéville, Radéchamp, il y en a un des deux qui crève, mais bon. Un petit pou et une petite puce faisaient ménage commun et brassaient leur bière dans une coquille d'œuf. Ah bah comme le Cux. Soudain, le pou tomba dedans et se brûla. La puce se mit alors à pousser de grands cris. La porte de la pièce lui demanda... Saucisse sanglier, il y a un lien et autant essayer d'en rire. T'as vu, t'es con. La porte de la pièce, donc, lui demanda... Pourquoi cries-tu, petite puce? Parce que le petit pou s'est brûlé. La porte se mit alors à grincer. Un balai, qui était appuyé dans un coin, lui dit alors... Pourquoi grinces-tu, petite porte? Comment pourrais-je ne pas grincer? Le petit pou s'est brûlé, la petite puce pleure. Le balai se mit alors à balayer de toutes ses forces. Une charrette qui passait justement devant la maison à ce moment-là dit alors... Pourquoi balayes-tu, petit balai? Comment pourrais-je ne pas balayer? Le petit pou s'est brûlé, la petite puce pleure, la porte grince. Alors je vais me mettre à rouler très vite, dit la charrette. Et elle se mit à rouler aussi vite qu'elle pouvait. Une petite bouse, près de laquelle elle passa à toute vitesse, lui demanda « Pourquoi roules-tu si vite, petite charrette ?»« Comment pourrais-je ne pas rouler si vite? Le petit pou s'est brûlé, la petite puce pleure, la porte grince, le balai balaye. » La bouse répondit alors « Alors je vais prendre feu !» Et elle se mit à brûler d'un feu très vif. Un arbre poussait près de la petite bouse qui lui demanda « Petite bouse, pourquoi brûles-tu » Comment pourrais-je ne pas brûler? Le petit pou s'est brûlé, la petite puce pleure, la porte grince, le balai balaye, la charrette roule vite. Alors je vais me secouer, répondit le petit arbre en se mettant à se secouer si fort qu'il perdit toutes ses feuilles. Une fillette qui passait par là avec sa cruche d'eau vit cela et demanda Petit arbre, pourquoi te secoues-tu? Comment pourrais-je ne pas me secouer? Le petit pou s'est brûlé, la petite puce pleure, la porte grince, le balai balaye, la charrette roule vite et la petite bouse brûle. Alors je vais casser ma cruche d'eau, dit la fillette. Et elle cassa sa cruche. La fontaine d'où jaillissait l'eau dit alors Fillette, pourquoi casses-tu ta cruche d'eau? Comment pourrais-je ne pas la casser? Le petit pou s'est brûlé, la petite puce pleure, la porte grince, le balai balaye, la charrette roule vite, la petite bouse brûle, le petit arbre se secoue. Ah, fit la fontaine, alors je vais me mettre à couler. Et elle se mit à couler très fort. Et dans son eau, tout se noya. La fillette, l'arbre, la bouse, la charrette, le balai, la porte, la petite puce, le petit pou. Bref, tout. Fin du conte. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus. Le coup de la bouse, j'étais pas prête. J'avoue que le coup de la... Ils sont tous crevés. Oh putain. Ah, je vois pas la morale là. Hein. Ah là, je ne sais pas, hein. Moralité, brassez pas de bière, voilà. Bon, après, le conte d'après, c'est la jeune fille sans main. Mais c'est un peu long. Et bon, je suis pas sûre que ce soit très joyeux avec un nom pareil. Oh là 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 là. Oh, ça a l'air brillant, ça, encore. Oh, qu'est-ce qu'on rigole. Il faut pas exagérer les faits. Ouais, grave. Merci Patatounette pour ton follow et Uhum aussi. La morale, c'est attention au pou qui brûle. Ouais, grave. Mais je cherche un truc joyeux. Je cherche, mais... À la limite, Hans le malin. Je me dis, ça peut pas être catastrophique. Hans le malin. En fait, il y a 3 pages, mais c'est que toutes petites lignes. Donc je me dis... Hans le malin. Il est malin, tu vois. Ça ne peut pas mal se finir. Ah, le coup de la bouche, j'ai pas compris. Hein. La princesse sans main, ça donne envie. C'est vrai que... C'est vrai, t'as raison, Elisa. C'est vrai. Mais j'essaie de... C'est vrai que... Mais la jeune fille sans main, il est très long, en fait. Il fait 4 pages. Recto verso, j'entends. Hein. Donc 8 en tout. Donc...
Qui fait le malin tombe dans le ravin. C'est pas faux aussi. C'est vrai, Loulou, j'avoue. Hans le malin. Hans le malin, c'est que des dialogues. Donc je vais tâcher de mettre des intonations. Hans le malin. Où vas-tu, Hans lui demanda sa mère. Chez Gretel, répond Hans. Bon vent, Hans. Tout ira bien, va. Au revoir, mère. Au revoir, Hans. J'étais charmante de rire. C'est quoi toutes ces répétitions abusives? Du coup, on va oublier en 3 dialogues, il s'appelle Hans. Hans arriva chez Gretel. Bonjour, Gretel. Bonjour, Hans. Ça va être long, il y a 3 pages. Hein. Que m'apporte... Attends, c'est qui parle? Je sais plus. Que m'apportes-tu? Ah non, c'est encore elle qui parle. Que m'apportes-tu? T'apportes rien. Je veux que tu me donnes quelque chose. Gretel offre une aiguille à Hans. Au revoir, Gretel. Au revoir, Hans. Hans prend l'aiguille, la pique dans une charrette de foin et rentre chez lui en suivant la charrette. Bonsoir, mère. Bonsoir, Hans. Où es-tu allé? Je suis allé chez Gretel. Que lui as-tu apporté? Rien apporté, elle m'a donné quelque chose. Que t'a donné Gretel? Elle m'a donné une aiguille. Où l'as-tu mis l'aiguille, Hans? L'ai piquée dans une charrette de foin. Tu as agi sottement, Hans. Tu aurais dû la piquer dans ta manche. Pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. On saute une ligne, donc je suppose qu'il y a une nuit qui passe. Où vas-tu, Hans? Chez Gretel, mère. Bon vent, Hans. Tout ira bien, va. Au revoir, mère. Au revoir, Hans. Hans arrive chez Gretel. On va devenir fou. On va devenir fou. Hans arrive chez Gretel. Bonjour, Gretel. Bonjour, Hans. Que m'apportes-tu? Je t'apporte rien, je veux que tu me donnes quelque chose. Gretel offre un couteau à Hans. Au revoir, Gretel. Au revoir, Hans. Hans prend le couteau, le pique dans sa manche et rentre chez lui. Bonsoir, mère. Bonsoir, Hans. Où es-tu allé? Je suis allée chez Gretel. Que lui as-tu apporté? Rien apporté, elle m'a donné quelque chose. Que t'a donné Gretel? Elle m'a donné un couteau. Où as-tu mis ce couteau, Hans? Je l'ai piqué dans ma manche. Tu as agi sottement, Hans. Tu aurais dû le mettre dans ton sac. Pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. On saute une ligne, donc une ellipse d'une journée. Où vas-tu, Hans? C'est bientôt fini. C'est pas du tout bientôt fini. Je vais devenir folle. Il reste 2 pages, 3. Où vas-tu, Hans? Chez Gretel, mère. Bon vent, Hans. Tout ira bien, va. Au revoir, mère. Au revoir, Hans. Hans arrive chez Gretel. Bonjour, Gretel. Bonjour, Hans. Que m'apportes-tu? Je t'apporte rien, je veux que tu me donnes quelque chose. Gretel offre à Hans une jeune chèvre. Au revoir, Gretel. Au revoir, Hans. Hans prend la chèvre, lui attache les pattes et la fourre dans son sac. Quand il arrive chez lui, elle est morte étouffée. Bah voilà, bien sûr. Bonsoir, mère. Bonsoir, Hans. Où es-tu allé? Je suis allée chez Gretel. Que lui as-tu apporté? Rien apporté, elle m'a donné quelque chose. Que t'a donné Gretel? Elle m'a donné une chèvre. Où est la chèvre, Hans? Elle l'a mise dans mon sac. Tu as agi sottement, Hans. Tu aurais dû l'attacher à une corde. Pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. On saute une ligne, donc une ellipse d'une journée. Où vas-tu, Hans? Chez Gretel, mère. Bon vent, Hans. Tout ira bien, va. Au revoir, mère. Au revoir, Hans. Hans arrive chez Gretel. Bonjour, Gretel. Bonjour, Hans. Que m'apportes-tu? Je t'apporte rien, je veux que tu me donnes quelque chose. Gretel offre à Hans un morceau de lard. Au revoir, Gretel. Au revoir, Hans. J'en peux plus. J'en peux plus. Hans prend le lard, l'attache à une corde et le traîne derrière lui. Les chiens le suivent et dévorent le lard. Quand il arrive chez lui, il a la corde dans sa main, mais il n'y a plus rien au bout. Bonsoir, mère. Bonsoir, Hans. Où es-tu allé? Je suis allée chez Gretel. Que lui as-tu apporté? Rien apporté, elle m'a donné quelque chose. Que t'a donné Gretel? Elle m'a donné un morceau de lard. Où est le lard, Hans? Je l'ai attaché à une corde, l'ai ramené à la maison, les chiens l'ont mangé. Tu as agi sottement, Hans. Tu aurais dû poser le lard sur ta tête. Pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. C'est le truc... On saute une ligne! Où vas-tu, Hans? Chez Gretel, mère. Bon vent, Hans. Tout ira bien, va. Au revoir, mère. Au revoir, Hans. Hans arrive chez Gretel. Bonjour, Gretel. Bonjour, Hans. Que m'apportes-tu? Je t'apporte rien, je veux que tu me donnes quelque chose. Gretel offre à Hans un veau. Il va l'avoir sur la gueule. Au revoir, Gretel. Au revoir, Hans. Hans prend le veau, le pose sur sa tête et le veau se met à lui piétiner le visage. Bonjour, mère. Bonsoir, Hans. Où es-tu allé? Je suis allée chez Gretel. Que lui as-tu apporté? Rien apporté, elle m'a donné quelque chose. Que t'as donné Gretel? Elle m'a donné un veau. Où est le veau, Hans? Je l'ai mis sur ma tête. Il m'a piétiné le visage. Tu as agi sottement, Hans. Tu aurais dû mener le veau et l'amener à la mangeoire. Pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Oh, c'est pas vrai. Je crois qu'il nous reste plus qu'un. Il nous reste plus qu'un. Dernière journée. Dernière journée, on va y arriver. Une ellipse. Où vas-tu, Hans? Chez Gretel, mère. Bon vent, Hans. Tout ira bien, va. Au revoir, mère. Au revoir, Hans. Hans arrive chez Gretel.
Bonjour Gretel. Bonjour Hans. Que m'apportes-tu? Je t'apporte rien, je veux que tu me donnes quelque chose. Je veux venir avec toi. Alors, il va t'attacher à la mangeoire, Gretel. À ta place, j'aurais pas dit ça. Ben. Hans prend Gretel, l'attache à une corde, l'amène devant lui, puis il la conduit devant la mangeoire et l'y attache. Puis il va trouver sa mère. Bonsoir mère. Bonsoir Hans. Où es-tu allé? Je suis allé chez Gretel. Que lui as-tu apporté? Rien apporté, elle m'a donné quelque chose. Que t'a donné Gretel? Elle m'a rien donné, elle est venue avec moi. Où as-tu laissé Gretel? Je l'ai menée au bout d'une corde, je l'ai attachée à la mangeoire et donné de l'herbe. Oh, tu as agi sottement, Hans. Tu aurais dû lui lancer des regards tendres. Pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Hans va à l'étable, arrache les yeux de tous les veaux et de tous les moutons pour les jeter au visage de Gretel. Celle-ci se fâche, se dégage de ses liens et s'enfuit, alors qu'elle était la fiancée de Hans. Fin du conte. Quelle est la morale? Le conte s'appelle Hans le malin. La morale, vous fiancez pas un abruti, quoi. J'apprécie mon mec beaucoup plus. Oh, ça c'est pas possible. Oh mon dieu. Morale, faut pas être con comme Hans, c'est grave. Bisous Laura. Oh. Oh là là. Alors, on a Elsa la maline juste après. On a Elsa la maline, deux pages plus loin. Ah, j'avoue, appelez pas votre fils Hans. Et il y a aussi les 3 langages entre les deux. Oh, on va faire les 3 langages entre les malins. On fait les 3 langages après Elsa. C'est vrai que Hans et Elsa, j'avoue. Bienvenue Style, merci pour le follow. Bonne journée à toi, merci. Mon frère s'appelle Hans. Ah, lui dis pas de jeter des regards tendres au cas où. Hein. Alors, les 3 langages d'abord. Ça nous fera peut-être une pause hein, entre les deux, entre les flèches de ce... Hein. Il était une fois en Suisse un vieux comte qui n'avait qu'un seul fils. Mais celui-ci était idiot et incapable d'apprendre quoi que ce soit. Super, au moins il assume. Hein, c'est... Son père lui dit alors « Écoute mon fils, j'ai beau faire tout ce que je peux, je n'arrive pas à faire rentrer quoi que ce soit dans ta tête. Tu dois partir d'ici. Je vais te confier à un maître célèbre afin qu'il voie s'il peut faire quelque chose pour toi. » Super confiance en soi pour le gamin. On envoya le garçon dans une ville étrangère et il resta chez le maître pendant une année entière. Lorsque l'année fut écoulée, il rentra chez lui et son père lui demanda « Eh bien mon fils, qu'as-tu appris ?»« Père, j'ai appris ce que les chiens disent quand ils aboient, » répondit-il. « Que Dieu me garde !» s'écria le père. « Est-ce là tout ce que tu as appris? Je vais t'envoyer dans une autre ville chez un autre maître. » On y emmena le fils, et il resta une année entière chez ce maître-là également. Lorsqu'il fut de retour, son père lui demanda de nouveau. « Qu'as-tu appris, mon fils ?»« Père, j'ai appris ce que les petits oiseaux disent quand ils gazouillent, » répondit celui-ci. « Oh, homme perdu que tu es !» s'écria le père, saisi de colère. « Tu as passé ce temps qui est si précieux sans rien apprendre, et tu n'as pas honte de te présenter devant moi? Je vais t'envoyer chez un 3e maître, mais si cette fois encore tu n'apprends rien, je ne veux plus être ton père. » Le fils resta une année entière chez ce maître-là également, et quand il rentra chez lui et que son père lui demanda « Qu'as-tu appris, mon fils ?» il lui répondit « Mon cher père, cette année j'ai appris ce que disent les grenouilles quand elles coassent. » Son père entra alors dans une fureur sans borne, appela ses gens et dit « Cet homme n'est plus mon fils, je le renie, et je vous ordonne de l'emmener dehors dans la forêt et de le tuer. » Ah oui, c'est un peu radical quand même. Ils l'emmenèrent donc dans la forêt, mais quand ils furent sur le point de le tuer, ils ne purent le faire tant ils avaient pitié de lui. Ils arrachèrent les yeux et coupèrent la langue d'un faon pour pouvoir prouver à son père qu'il l'avait bien tué. Le jeune homme se mit à marcher, et après avoir marché pendant un certain temps, il arriva près d'une forteresse où il demanda un toit pour la nuit. « D'accord, lui dit le seigneur du château, si tu veux dormir dans la vieille tour là-bas, vas-y. Mais je te préviens, tu risques ta vie, car cette tour grouille de chiens sauvages, qui aboient et hurlent sans discontinuer, et à qui certaines heures il faut livrer en pâture un homme qui le dévore sur le champ. »
Putain, voilà le royaume, quoi. Le gars, il a peur de chiens. Toute la région était plongée dans le deuil et l'affliction à cause de cela, mais personne ne pouvait rien y faire. Mais le garçon n'avait pas peur et dit « Descendez-moi simplement auprès de ces chiens qui aboient et donnez-moi quelque chose que je puisse leur jeter. À moi, ils ne me feront rien. » Comme il ne voulait pas qu'il en soit autrement, on lui donna un peu de nourriture pour les bêtes sauvages, et on le fit descendre vers la tour. Quand il pénétra à l'intérieur, au lieu de l'accueillir en aboyant, les chiens vinrent l'entourer en remuant la queue d'un air tout joyeux. Ils mangèrent ce qu'il leur donna et ne touchèrent pas à un seul de ses cheveux. Le lendemain matin, à la surprise de tous, il ressortit de la tour vivant et indemne, et il dit au seigneur du château « Les chiens m'ont révélé dans leur langue pourquoi ils vivent là et pourquoi ils causent des dommages au pays. Ils sont ensorcelés et ils doivent garder un grand trésor qui se trouve en bas dans la tour, et ils ne trouveront le repos qu'une fois que ce trésor sera sorti. Et j'ai également appris à travers leurs paroles la façon dont cela doit être fait. » Tous se réjouirent en entendant cela, et le seigneur du château dit qu'il ferait de lui son fils s'il y parvenait. Le jeune homme retourna donc dans la tour, et comme il savait ce qu'il devait faire, il le fit, et ressortit avec un coffre rempli d'or. À compter de ce moment-là, les hurlements des chiens sauvages ne se firent plus entendre. Ils avaient disparu, et le pays fut débarrassé de ce fléau. Quelque temps plus tard, il vint à l'idée du jeune homme de se rendre à Rome. En chemin, il passa près d'un marécage dans lequel des grenouilles étaient en train de coasser. Il tendit l'oreille, et quand il entendit ce qu'elle disait, il devint tout pensif et triste. Il finit par arriver à Rome où le pape venait tout juste de mourir, et où une grande confusion régnait parmi les cardinaux, car ils ne savaient pas qui ils devaient désigner comme successeur. Ils convinrent finalement de désigner comme pape celui chez qui se manifesterait un signe divin. Et juste après que cette décision eut été prise, le jeune comte entra dans l'église. 2 colombes d'un blanc immaculé vinrent soudain se poser sur ses épaules, et elles y restèrent. Le clergé reconnut là un signe de Dieu, et on lui demanda aussitôt s'il voulait être pape. Il était indécis, ne sachant pas s'il était digne de cela, mais les colombes l'encouragèrent à le faire, si bien qu'il finit par acquiescer. Il reçut donc l'onction et fut sacré pape, et ainsi se réalisa ce qu'il avait entendu en chemin de la bouche des grenouilles, et qui l'avait tant bouleversé. Il allait devenir le Saint-Père. Il dut ensuite dire une messe, et il n'en savait pas le moindre mot, mais les 2 colombes étaient toujours posées sur ses épaules, et elles lui soufflèrent tout dans l'oreille. Eh ben... alors, c'est mignon, hein, mais vu les magouilles qu'il y a eu pour devenir pape, je suis pas sûre qu'un mec lambda qui rentre avec 2 colombes sur les épaules, ça passe, hein. Parce que dans la vraie vie, pour devenir pape, les cardinaux, ils se tiraient dans les pattes, ils se butaient des fois. Mais ça finit bien. Ça finit bien. Ça, c'est beau. Je crois que c'est le premier, depuis ce matin, qui finit bien. On prend ce qu'on a, hein. Attends, j'ai un message. On sait Kim, ça va. Pour les vacances de cet été. Personne meurt. Oui, oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Ils ont juste ainsi le fond. Et du coup, on a Elsa la Maline. À 3 pages. Une petite Elsa la Maline. Comme quoi, le conte, là, c'est que pour le coup, il peut y avoir des dons qui paraissent bizarres, mais en fait, il faut les prendre pour ce qu'ils sont, tu vois. On va voir, Titi, on va voir. Je pense pas que ce soit possible de faire pire que Hans, mais... Oh, on peut avoir une surprise. J'ai envie d'y croire pour Elsa, quand même. Hans, Elsa, après Anna, j'avoue. Elsa la Maline. Il était une fois un homme qui avait une fille, qui avait pour nom Elsa la Maline. Quand elle fut devenue adulte, son père dit « Nous allons la marier !» « Oui, répondit la mère, si seulement il se présente quelqu'un qui veuille bien d'elle. » Ah oui, ça pue déjà. Hein. Finalement, il arriva de loin un homme qui s'appelait Hans et qui la demanda en mariage, à condition toutefois qu'elle soit vraiment très intelligente. Le retour de Hans! Hans est de retour! Oh, dit son père, elle a du plomb dans la tête. Ah, elle voit le vent passer dans la rue et elle entend les mouches tousser, ajouta sa mère. Oui, dit Hans, mais si elle n'est pas vraiment intelligente, je ne la prendrai pas. Tandis qu'ils étaient assis à table après le repas, la mère dit « Elsa, va donc chercher de la bière à la cave. » Elsa la Maline décrocha donc la cruche du mur et descendit à la cave, tout en faisant consciemment claquer le couvercle en chemin pour ne pas s'ennuyer. Une fois en bas, elle prit une petite chaise qu'elle plaça devant le tonneau pour ne pas avoir besoin de se pencher et pour ne pas risquer d'attraper mal au dos. Elle posa ensuite la cruche devant elle et ouvrit le robinet. Et pendant que la bière coulait dans la cruche, pour ne pas laisser ses yeux sans occupation, elle se mit à regarder le haut du mur et aperçut, après avoir examiné le plafond sous toutes ses coutures, une pioche que les maçons avaient oubliée dans le plafond et qui se trouvait juste au-dessus de sa tête.
Elsa la Maline fondit alors en larmes et dit « Si j'épouse Hans, c'est que nous avons un enfant, et quand il sera grand, que nous l'envoyons à la cave chercher de la bière, la pioche lui tombera sur la tête et le tuera. » Elle resta assise là, pleurant et se lamentant à grands cris, à l'idée du malheur qui les attendait. En haut, les autres attendaient la boisson, mais Elsa ne revenait toujours pas. Sa mère dit alors à la servante « Va donc voir à la cave où est passée Elsa. » La servante descendit et trouva Elsa assise devant le tonneau et poussant des grands cris. « Qu'as-tu donc à pleurer, Elsa ?» lui demanda la servante. « Oh, comment pourrais-je ne pas pleurer ? Si j'épouse Hans, c'est que nous avons un enfant, et quand il sera grand, que nous l'envoyons à la cave chercher de la bière, la pioche lui tombera sur la tête et le tuera. »« Comme notre Elsa est maline !» s'exclama la servante. Elle s'assit près d'elle et se mit elle aussi à pleurer à cause de ce malheur. Ça va pas bien, ça va pas bien dans la famille, clairement. Au bout d'un moment, ne voyant pas revenir la servante, et comme les autres en haut avaient très soif, le père dit au valet « Va donc voir à la cave où sont passées Elsa et la servante. » Le valet descendit à la cave. Elsa la maline et la servante étaient assises là, toutes deux en train de pleurer. « Qu'avez-vous donc à pleurer ?»« Oh, comment pourrais-je ne pas pleurer ? Si j'épouse Hans, c'est que nous avons un enfant, et quand il sera grand, que nous l'envoyons à la cave tirer de la bière, la pioche lui tombera sur la tête et le tuera. »« Comme notre Elsa est maline, dit le valet. Et il s'installa près d'elle, lui aussi, et se mit à sangloter à pleine voix. En haut, on attendait le valet. Comme il ne revenait pas, le père dit à sa femme « Va donc à la cave voir où est passée Elsa. » La femme descendit à la cave et les trouva toutes trois en train de se lamenter, et elle leur demanda la cause. Elsa lui raconta alors à elle aussi que son futur enfant serait tué par la pioche quand il serait grand, et qu'il irait chercher de la bière et que la pioche tomberait. La mère dit alors à son tour « Comme notre Elsa est maline !» Et elle s'assit et se mit à pleurer avec eux. En haut, le mari attendit encore un petit moment, mais comme sa femme ne revenait pas et que sa soif devenait de plus en plus forte, il dit « Bon, j'ai plus qu'à descendre moi-même à la cave pour voir où est passée Elsa, hein !» Mais quand il arriva dans la cave et qu'il les trouva tous là en train de pleurer et qu'il en apprit la cause, que tout était de la faute de l'enfant qu'Elsa mettrait peut-être au monde un jour, et qu'il pourrait être tué par la pioche s'il se trouvait en dessous en train de tirer de la bière, juste au moment où la pioche tomberait, il s'écria « Comme notre Elsa est maline !» Et il s'assit et se mit à pleurer avec eux. Le fiancé resta longtemps seul en haut. Ne voyant revenir personne, il se dit « Oh, ils doivent t'attendre en bas, il faut que tu y ailles aussi pour voir ce qu'ils ont en tête. » Une fois en bas, il les trouva tous les cinq, criant et se lamentant à vous fendre le cœur, tous plus forts les uns que les autres. « Quel est donc le malheur qui est arrivé ?» demanda-t-il. « Ah, mon cher Hans, lui répondit Elsa, si nous nous marions et que nous avons un enfant, quand il sera grand, nous le verrons peut-être ici chercher à boire. La pioche qui est restée plantée là-haut pourrait bien lui fracasser la tête si elle venait à tomber, de sorte qu'il en mourrait. Comment pourrions-nous ne pas pleurer ?»« Bon, dit Hans, pour mon ménage, je n'ai pas besoin de plus d'entendement que cela. Puisque tu es une fille aussi maligne, je veux bien de toi. » Et l'attrapant par la main, il remonta avec elle et l'épousa. Un petit moment après qu'elle fut devenue sa femme, Hans lui dit « Femme, je vais partir travailler pour gagner notre argent, et toi va au champ pour faucher le blé, afin que nous ayons du pain. »« D'accord, mon cher Hans, je vais le faire. » Quand Hans fut parti, elle se prépara une bonne bouillie et l'emporta au champ avec elle. Lorsqu'elle arriva à l'entrée du champ, elle se demanda à elle-même « Que dois-je faire ? Dois-je commencer par faucher ou bien par manger ? Allez, je vais d'abord manger. » Elle mangea donc toute sa marmite de bouillie. Et quand elle fut complètement rassasiée, elle se dit de nouveau à elle-même « Que dois-je faire ? Dois-je commencer par faucher ou par dormir ? Allez, je vais d'abord dormir. » Elle s'allongea donc dans les blés et s'endormit. Hans était rentré depuis longtemps, mais Elsa ne revenait toujours pas. Il se dit alors « Comme mon Elsa est maline, elle est si travailleuse qu'elle ne rentre même pas à la maison pour manger. » Cependant, voyant qu'elle ne rentrait toujours pas et que le soir tombait, Hans sortit pour aller voir ce qu'elle avait fauché. Mais elle n'avait rien fauché du tout, et à la place, elle était allongée dans les blés en train de dormir. Hans retourna alors bien vite chez lui pour aller chercher un filet à oiseaux muni de petites clochettes, et il l'enroula autour d'Elsa, mais elle dormait toujours. Il rentra ensuite chez lui en courant et ferma la porte à clé, puis il s'installa sur sa chaise et se mit au travail. J'ai très peur de la fin du conte, je vous annonce tout de suite, je vous le dis. Finalement, lorsqu'il fit complètement noir, Elsa la maline se réveilla, et quand elle se mit debout, elle sentit un bruissement autour d'elle et les clochettes tintaient à chacun de ses pas. Elle prit peur et se demanda si elle était bien Elsa la maline, et elle dit « Est-ce moi ou n'est-ce pas moi ?» Cependant, elle ne savait comment répondre à cette question et restait là un moment en proie au doute. Finalement, elle se dit « Je vais rentrer à la maison et demander si c'est moi ou si ce n'est pas moi. Ils le sauront bien, eux. » Elle courut vers la porte de la maison, mais celle-ci était fermée à clé. Elle toqua alors à la fenêtre et rappela « Hans, Elsa est-elle là ?»« Oui, répondit Hans, elle est là. » Elle prit peur et dit « Oh mon Dieu, alors ce n'est pas moi. »
et elle s'approcha d'une autre porte. Mais les gens, quand ils entendaient le bruit des clochettes, ne voulaient pas lui ouvrir, si bien qu'elle ne put entrer nulle part. Elle quitta alors le village en courant, et plus personne ne l'a jamais revue. Il y a un moment... Il y a un moment, tu peux plus rien faire. Mais Hans aussi est complètement couillon, hein. Parce qu'il a plus de femme, du coup. Non. Elle est quand même mieux que l'autre Hans. Oui. Si on va par là, oui. Mais du coup, en plus, le coup de la pioche, ça n'a rien à voir. Moi, je m'attendais à ce qu'à la fin, le gamin se fasse crever. Mais même pas. Au final, la pioche, c'est une autre histoire, je veux dire. Ça n'a pas de sens. Baby, tu m'étonnes. Hans, c'est vraiment un prénom maudit. Hein. Quoique là, il est moins con celui-là. Hein. Il est moins con. Hein. Ça, j'avais déjà vu. Je sais plus si je l'avais fait celui-là, je crois que oui. Pour les deux, le titre est mensonger, j'avoue. Allez, on va essayer de faire encore un petit. Pourquoi le filet et les clochettes? Je me dis, c'est peut-être un truc pour les maladies à l'époque, genre les lépreux ou choses comme ça. Je sais que les lépreux, ils avaient des cloches, un bracelet avec des grelots, un truc comme ça pour annoncer leur venue, pour que les gens s'en aillent. Donc peut-être que du coup, en entendant les grelots sur le filet, les mecs se disent que c'était une pestiférée, du coup ils l'ouvraient pas. C'est la seule idée qui me vient, hein. Sinon je ne comprends pas non plus. C'est le seul truc. C'est le seul lien. Ah bah dur la vie de lépreux à l'époque, hein. Bah déjà dur la vie de lépreux, hein. C'est sûrement ça. Ouais, je pense, hein. Pourquoi elle enlève pas son filet? Parce qu'elle est con. On a bien compris qu'elle est con. Merci Juju pour te donner du courage après toutes ces lectures hasardeuses. Ah voilà. Allez, on va aller vers la fin. La fin, c'est... En général, la fin, ils sont courts. Mais bon, c'est... Je pensais qu'au début, c'était plus logique. On a les 3 paresseux. Ça a l'air court. C'est très court, c'est un paragraphe. C'est plus une bah, pas une comptine, mais... Ça engendre bien... Là, on est vraiment sur des petites morales. Hein. Les 3 paresseux. Un roi avait 3 fils, qu'il aimait autant les uns que les autres, et il ne savait pas lequel d'entre eux il devait désigner pour être roi après sa mort. Lorsqu'il fut sur le point de mourir, il les appela à son chevet et leur dit « Mes chers enfants, j'ai réfléchi à quelque chose que je vais vous dévoiler. Celui d'entre vous qui est le plus paresseux sera roi d'après moi. » Déjà. « Père, répondit l'aîné, alors le royaume est à moi, car je suis si paresseux que si jamais il me tombe une goutte dans les yeux quand je suis allongé et que je veux dormir, je n'ai pas le courage de les fermer pour m'endormir. Père, dit le deuxième, le royaume est à moi, car je suis si paresseux que si je suis assis près du feu pour me chauffer, je me laisserai brûler mes talons plutôt que de retirer mes jambes. Père, dit le troisième, le royaume est à moi, car je suis si paresseux que si on devait me pendre et qu'on m'avait déjà passé la corde au cou, et que quelqu'un me donnait un couteau acéré avec lequel je pourrais trancher la corde, je me laisserais pendre plutôt que de lever la main vers la corde. Quand il entendit cela, le père dit au dernier, c'est toi qui as le mieux réussi et c'est toi qui seras roi. Fin. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège, Gaïa.
fait des siennes, Virginie? Non, il marche bien Streamlabs, non? Ah oui, Kina, oui, bah oui. Hein. On a le choix de l'épouse. Qui est très court, hein, 10 lignes. C'est bien, je découvre avec vous, c'est cool. C'est sympa, c'est convivial. Il était un jeune berger qui avait bien envie de se marier et qui connaissait 3 sœurs. Elles étaient aussi belles l'une que l'autre, si bien qu'il avait du mal à choisir et qu'il ne parvenait pas à se décider à donner sa préférence à l'une d'entre elles. Il demanda donc conseil à sa mère qui lui dit « Invite-les toutes les 3, présente-leur du fromage et regarde comment elles vont le couper. » C'est ce que fit le jeune homme. La première sœur avala le fromage avec la croûte. La deuxième coupa la croûte du fromage, mais dans sa hâte, elle en laissa encore beaucoup qui étaient bons à manger et qu'elle jeta avec la croûte. La troisième coupa la croûte bien comme il faut, ni trop ni trop peu. Le berger raconta cela à sa mère qui lui dit « Épouse la troisième !» C'est ce qu'il fit, et il vécut satisfait et heureux avec elle. Je crois qu'on l'avait vu celle-là. Je crois que celle-là on l'avait lu. Le coup du fromage me rappelle quelque chose. Ça... Oui, ça me rappelle quelque chose. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il épouse pas la première. Genre la meuf est pas difficile, y a pas de déchets, moins de travail. C'est... Je comprends pas, hein. Son nom va... Présente-leur du fromage, mais grave. Juste parce qu'il est contrariant. C'est ça. Ah, j'en ferai bien un petit dernier. Ah, il a l'air joyeux celui-là. On finit sur un joyeux. En gros, la dernière fait bien le travail. Oui, bah oui, c'est ça, c'est ça. Les messagers de la mort. Ah, écoute, on a commencé avec un petit linceul. Finissons avec les messagers de la mort. Oui, j'avais demandé en story qu'on envoie comment on coupe le fromage. C'est vrai, je me rappelle de ça. De la joie. Bah oui, restons dans les bonnes ondes. C'est bon le fromage, t'inquiète pas. Chat, ça va venir avec les années. En vieillissant, t'aimes plus le fromage qu'en étant jeune. Je sais pas pourquoi, mais... Les messagers de la mort. Allez. Un jour, il y a bien longtemps, un géant marchait sur la grande route, quand un homme qu'il ne connaissait pas se précipita soudain à sa rencontre en criant « Halte là, pas un pas de plus !»« Comment, nabot que tu es et que je peux écraser entre mes doigts, tu veux me barrer la route ?» dit le géant. « Qui es-tu pour me parler d'une manière aussi effrontée ?»« Je suis la mort, répondit l'autre. « Personne ne me résiste et toi aussi tu dois obéir à mes ordres. » Le géant refusa cependant, et il engagea une lutte avec la mort. Ce fut un long et violent combat, au terme duquel le géant l'emporta et donna à la mort un coup de poing tel qu'elle s'effondra près d'un rocher. Le géant poursuivit son chemin, laissant là la mort vaincue, qui était tellement à bout de force qu'elle ne parvenait pas à se relever. « À quoi cela mènera-t-il si je reste ici gisant dans mon coin ?» dit-elle. « Plus personne ne mourra sur la terre et le monde se remplira d'hommes à tel point qu'ils n'auront plus assez de place pour se tenir debout les uns à côté des autres. » Sur ces entrefaits arriva un jeune homme. Il était alerte et en bonne santé, et il chantait une chanson en regardant à droite et à gauche. Apercevant le malheureux qui était sur le point de défaillir, il s'approcha de lui, plein de pitié, le redressa et lui fit boire à sa bouteille une gorgée d'un breuvage fortifiant, puis il attendit qu'il reprenne des forces. Ah, Virginie, oui, Q. Ah, zut. T'as le son ou pas? Sais-tu bien qui je suis et qui tu viens de remettre sur pied lui demanda l'étranger en se relevant. Non, répondit le jeune homme, je ne te connais pas. Je suis la mort, répondit l'étranger. Je n'épargne personne et je ne peux pas faire d'exception pour toi non plus. Mais pour que tu vois que je te suis reconnaissant, je te promets que je ne viendrai pas te prendre par surprise, mais que je t'enverrai d'abord mes messagers avant de venir te chercher en personne. Très bien, dit le jeune homme. C'est déjà une bonne chose que je sache quand tu viendras. Au moins jusque-là, je n'aurai rien à craindre de toi. Il poursuivit encore son chemin, joyeux et de bonne humeur, et vivant au jour le jour. Cependant, la jeunesse et la santé ne durèrent qu'un temps, et vinrent ensuite les maladies et les douleurs qui le tourmentaient le jour et le privaient de repos la nuit. Je ne mourrai pas, se disait-il à lui-même, car la mort m'enverra d'abord ses messagers. J'aimerais seulement que ces jours pénibles de la maladie soient passés. Dès qu'il se sentit de nouveau guéri, il se remit à vivre joyeusement. Mais un jour, quelqu'un lui donna une tape sur l'épaule. Il se retourna. La mort se tenait derrière lui et elle lui dit « Suis-moi, l'heure où tu dois faire tes adieux au monde a sonné. »« Comment ?» répondit l'homme. « Ne veux-tu pas tenir ta parole? Ne m'as-tu pas promis de m'envoyer d'abord tes messagers avant de venir toi-même me chercher ?»« Tais-toi, rétorqua la mort. Ne t'ai-je pas envoyé un messager après l'autre? La fièvre n'est-elle pas venue s'emparer de toi? Ne t'a-t-elle pas secoué et jeté à terre? N'as-tu pas senti la goutte dans tous tes membres? N'as-tu pas entendu des bourdonnements dans tes oreilles? Le mal de dents n'a-t-il pas rongé tes joues?
Tes yeux ne se sont-ils pas voilés? Et par-dessus tout, le sommeil, mon frère de sang, ne m'a-t-il pas rappelé tous les soirs à ton bon souvenir? La nuit n'étais-tu pas allongée comme si j'étais déjà mort? L'homme ne sut quoi répondre. Il se soumit donc à son destin et partit avec la mort. Donc la mort, c'est pas très sympa. C'est pas très très cool. C'est pas... Il aurait pu le prévenir vraiment. Parce que là, fallait prévenir. Genre, tu vois? C'est pas... Ouais, la mort est un peu vache, là. Hein. En plus, il l'a aidé. Et le géant, par contre, il est pas mort. On sait pas, peut-être que si. Moi, je pense que la mort, elle a eu ça, mais elle allait le chercher. Salut, Lazo. Il aurait dû lui envoyer un mail. Non, mais il aurait dû être clair. Et franchement, j'avoue, je serais pas contente non plus. Hein. Allez, on s'arrête là. Parce que je mine de rien, je commence à fatiguer. C'est joyeux. Ah bah écoute, au moins vous avez découvert un autre aspect des contes de Grimm. Et vous comprenez pourquoi on n'en retient que certains. Hein bah... Non, Lazo, crois-moi. Crois-moi, on a eu pire. Crois-moi, on a eu bien pire. Vraiment. Du coup, mes poulets, je vous laisse là. J'espère que ça ira effectivement pour le stream de ce soir avec le petit bug. Là, il sera résolu. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve du coup à 20h30 pour les 4 filles du Docteur March. En espérant que tout fonctionne bien cette fois-ci. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Passez une super après-midi, un bon déjeuner. Mangez bien et prenez soin de vous en attendant. C'est vrai, chat, c'est vrai. On n'a pas trop le choix. Hein. Bisous. Mouah. C'était cool de vous avoir ce matin.